Bon, je regardais l'économie, puis j'ai lu des articles écrits par des économistes qui disent qu'il va y avoir une crise économique au Canada. Et c'est très vrai. Alors, c'est justement pour expliquer le pourquoi il va y avoir une crise économique que je fais cette vidéo-là. Mais c'est surtout pour que les gens ne tombent pas dans le panneau. Comme à la dernière crise économique en 2008 aux États-Unis, tout le monde a dit ce qui a causé la crise économique, c'est les subprimes. Et c'est faux. Ce qui a causé la crise économique, c'est le taux directeur des intérêts. Mais pour comprendre que c'est le taux directeur des intérêts qui a causé la crise, il faut comprendre trois principes économiques. Le premier principe, c'est l'inflation, qui est causée par la différence entre la masse monétaire et le PIB. Le deuxième principe, je pense que tout le monde connaît, c'est l'offre et la demande. Et le troisième principe, c'est justement le taux directeur, c'est-à-dire les emprunts. Alors, je fais une vidéo pour expliquer facilement à tout le monde comment une crise économique est produite. Ben, c'est le même principe à toutes les crises économiques qui revient, et c'est les fluctuations du taux directeur. Il y a une personne, après la Grande Dépression en 1929, une très grosse crise économique de l'histoire, la plus grosse, la première plus grosse, si je pourrais dire, il y a un gars qui a dit les crises économiques sont scientifiquement créées. Il avait bien raison, parce que lui, il avait compris les trois principes que j'expose dans cette vidéo. Pour expliquer l'inflation, je vais utiliser l'exemple de Paul Martin, à ma sauce, que vous pouvez voir dans le film Au Canada, au Bought and Sold Outland. Très bon film économique où on voit que les politiciens comprennent très bien le système économique et qu'ils laissent aller comme si de rien n'était. Alors, l'exemple, c'est tu as une personne qui veut vendre une paire de lunettes et tu as deux acheteurs. Si tu as deux acheteurs qui ont chacun 5$, admettons, moi je suis le vendeur, je dis bon, moi je voudrais vendre ma paire de lunettes à 2$. Le premier gars, il fait hey, à 2$, moi j'aveux la paire de lunettes. J'offre 2$ pour. Le deuxième gars, il fait hey, moi aussi je veux la paire de lunettes. Il offre 3$ pour. L'autre gars, il fait, ben, on retourne au premier, il fait ah, 3$, moi je l'aime la paire de lunettes, je suis prêt à monter à 4$. Et que là, l'autre gars, il fait non, 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 moi aussi j'aveux, je monte à 5$. Mais le premier gars, il n'a pas 6$, parce que chaque personne a 5$. Fait qu'ils ne peuvent pas offrir 5$. Alors, le prix du produit a monté à 5$. On prend le même exemple. Tu as un gars qui veut vendre une paire de lunettes, puis tu as deux personnes qui veulent l'acheter. Les deux personnes, cette fois-là, ils ont chacun 10$ et 10$. Fait qu'ils vont faire des enchères, puis ça va monter jusqu'à la limite de ce qu'ils ont comme argent. C'est pour ça que la masse monétaire fait l'inflation. Plus les gens ont d'argent, comparé au nombre de produits qui est à vendre, et plus il va y avoir d'inflation. C'est la relation entre la masse monétaire et le PIB. Pour expliquer l'offre et la demande, je reprends mon même exemple. J'ai une personne qui veut vendre sa paire de lunettes à 2$. Et j'ai deux acheteurs qui ont chacun 10$ et 10$. Le premier acheteur, il voit ma paire de lunettes, il fait hey, à 2$, je l'achète. Le deuxième acheteur, il fait j'en ai pas besoin de ta paire de lunettes. Moi, j'achète pas. Alors, la paire de lunettes va se vendre à 2$. C'est le principe de l'offre et la demande. Plus il va y avoir d'acheteurs pour un produit et plus le prix du produit va augmenter. S'il n'y a pas d'acheteurs, ben le prix du produit ne peut pas augmenter parce que les gens ne veulent pas faire des enchères ou spéculer pour acheter le produit. Le troisième principe économique, c'est les emprunts. Si les gens ont 10$, ben, le premier acheteur a 10$, le deuxième acheteur a 10$, et, encore une fois, j'ai un vendeur qui veut vendre ses lunettes. La première personne, admettons cette fois-là, elle offre 7$ pour les lunettes. La deuxième personne, elle monte tout de suite à 9$. La première personne fait une autre offre, elle monte à 10$. C'est tout l'argent qu'elle a. Mais c'est là que l'emprunt vient, comment je pourrais dire, tout déstabiliser l'équation. Ou plutôt mettre une autre variable à l'équation. L'autre, il a veut la paire de lunettes. Fait qu'il s'en va voir la banque, il emprunte de l'argent à la banque, puis il revient avec de l'argent, puis il fait ben finalement, moi, j'ai réussi à emprunter 13$ de plus. Je suis rendu à 23$. Est-ce que tu me la vends? L'autre gars, il fait ben moi aussi, je suis capable d'emprunter de l'argent. Fait qu'il s'en va à la banque à son tour. Lui, selon son dossier de crédit, il a réussi à emprunter 30$ de plus. Fait que lui, il a 40$ pour la paire de lunettes. L'autre gars, il retourne à la banque. La banque ne veut pas y prêter plus parce qu'il n'y a pas un bon dossier de crédit. Alors moi, je viens de vendre mes lunettes à 40$ quand au début, je voulais les vendre à 7$. C'est le principe des emprunts. Là, il y a un gros principe que les gens ne comprennent pas et c'est le principe du taux directeur.
Le taux directeur des intérêts est fixé par la Banque centrale d'un pays. C'est la même chose dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada. Au Canada, la banque qui fixe le taux directeur, c'est la Banque du Canada. Et toutes les banques vont prêter un taux d'intérêt plus élevé que la Banque du Canada. C'est très logique. Il faut juste mettre ça, illustrer ça par un exemple. Toi, tu es la Banque du Canada. Moi, je suis Desjardins, puis je veux prêter à Raphaël Nadeau. Si la banque, admettons, moi, Desjardins, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je fais? J'emprunte à la Banque du Canada pour prêter à Raphaël Nadeau. Alors, si la Banque du Canada me prête de l'argent à 1% d'intérêt, je l'emprunte, je veux faire du profit. Je reprête à Raphaël Nadeau à au moins 3, 4, 5% d'intérêt. Comme ça, je me fais un profit. Alors, si après ça, quelques années passent, je réemprunte de l'argent à la Banque du Canada, mais le taux directeur, lui, est rendu à, par exemple, 10%. Je ne peux pas prêter à Raphaël Nadeau à 3, 4, 5% comme j'ai prêté l'autre fois, parce que j'emprunte à un taux plus élevé d'intérêt. Alors, c'est certain que je vais prêter à Raphaël Nadeau à un plus haut taux d'intérêt. La prochaine étape, c'est de comprendre le lien entre le taux directeur des intérêts et l'inflation. Plus le taux d'intérêt est bas, admettons à 1%, plus les gens vont emprunter de l'argent pour acheter des produits. Ça va faire en sorte que ta masse monétaire augmente. C'est le même principe que l'inflation que je disais tout à l'heure. Plus la masse monétaire augmente, plus le prix des produits augmente par rapport à un PIB stable. Alors, quand le taux directeur est bas, les gens empruntent, les gens achètent, ça fait augmenter le prix. Quand le taux directeur est haut, c'est pas intéressant d'emprunter. Admettons que tu empruntes 100 à 1% d'intérêt, c'est intéressant. Si tu empruntes 100 à 50% d'intérêt, c'est pas intéressant. Et ça, ce que je dis, ce principe-là, il est écrit noir sur blanc sur le site de la Banque du Canada, que pour contrôler l'inflation, la Banque du Canada va jouer avec le taux directeur. Quand l'inflation est élevée, eux autres, ils vont augmenter le taux directeur pour que l'inflation diminue. Mais le principe que les gens ont moins d'argent, ça fait ralentir l'économie. Étant donné que ça fait ralentir l'économie, ben, ils vont redescendre le taux directeur. Fait qu'ils vont tout le temps jouer avec le taux directeur pour essayer de garder une économie plus ou moins stable. Bon, on va faire la synthèse de ces trois principes économiques-là avec l'exemple de la crise immobilière en 2008. Tout à l'heure, je disais que ce n'est pas les subprimes qui ont causé la crise économique. Les subprimes, ça a amplifié la crise économique. Et c'est la même chose qui est arrivée dans la Grande Dépression en 1929, sauf qu'à cette époque-là, c'était du short selling. Il y a une petite différence entre les subprimes et le short selling, mais c'est comme le père et le fils. Ça revient pas mal au même. Alors, si vous allez chercher des graphiques du taux directeur des intérêts aux États-Unis, en 2002, il est arrivé à 1%. Alors, en 2002, tout le monde voulait emprunter de l'argent pour s'acheter des maisons. Qu'est-ce qui arrive quand tout le monde veut emprunter de l'argent pour s'acheter des maisons? Le prix des maisons augmente. Et c'était bon. Mais toutes les hypothèques, c'est négocié à taux fixe sur 5 ans, si on prend un taux fixe. Mettons que tu prends une hypothèque sur 30 ans, ton taux fixe n'est pas sur 30 ans, il est sur 5 ans. Après 5 ans au maximum, il faut que tu renégocies ton prêt hypothécaire. Alors en 2002, il y avait beaucoup d'acheteurs parce que le taux d'intérêt était bas, fait que tout le monde voulait acheter. Tout le monde a acheté des maisons, ça a fait augmenter le prix des maisons. Puis, si vous allez voir les graphiques, entre 2007 et 2008, le taux directeur a augmenté à 5 ou 6%, je suis plus sûr. Ça veut dire que la personne, admettons, avait emprunté à 3% d'intérêt pour sa maison de 200 000 à 3% d'intérêt, très intéressant. Mais rendu en 2008, quand elle a renégocié son taux d'intérêt était peut-être à 9, peut-être même 12%. Mais étant donné que la nature humaine du capitalisme et de toute la publicité, propagande qui n'arrête pas de nous envoyer, on achète au maximum de notre endettement. On est stupide de faire ça, mais on regarde la société aller, puis c'est la situation de la majorité. Fait que là, en 2008, étant donné que les gens étaient plus capables de rembourser, mais plutôt de payer l'intérêt de leur maison, de faire leur paiement, bien, tout le monde a voulu vendre. Qu'est-ce qui est arrivé quand tout le monde voulait vendre? C'est le principe de l'offre et de la demande. La demande a diminué, donc le prix a diminué. C'est niaiseux de même. Alors, pour prendre un exemple fictif, ça a été la situation de certaines personnes. En 2002, ils ont emprunté, admettons, 200 000 pour s'acheter une maison. En 2007, ils avaient réussi à rembourser peut-être 30 000. Ça, j'y vais large parce que sur une hypothèque, on remprunte tout le temps, on rembourse tout le temps les intérêts, mais plus d'intérêts que l'emprunt au début. Et plus ça avance, moins on rembourse d'intérêts parce qu'il a été remboursé, puis plus on rembourse
le montant emprunté. Alors, rendu en 2007, la personne, par exemple, elle avait remboursé 30 000 elle a renégocié un taux, mais elle ne pouvait pas payer avec le nouveau taux d'intérêt et les paiements étaient trop élevés. Fait que qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle pouvait vendre la maison, mais en même temps, il y était des millions et des millions à vouloir vendre une maison. Fait que qu'est-ce qui est arrivé avec le prix de la maison? Il a chuté. La personne, elle avait emprunté 200 000 pour acheter sa maison. Elle l'a vendu à 100 000. Elle se retrouve avec 70 000 de dette. Mais c'est pas tout. Disons qu'il y a un quatrième principe pour une crise économique qu'il faut comprendre. Les économistes ont un beau mot pour nommer la grande image de l'économie. Ça s'appelle la macroéconomie. Ça, c'est comme si tu prends tous les citoyens, puis tu fais juste une personne. Tu prends toutes les entreprises, tu fais juste une entreprise. Tu prends toutes les banques, tu fais juste une banque, puis tu prends le gouvernement. Pour l'exemple, on va sortir le gouvernement, on va sortir les banques. On va juste regarder la relation entre un individu puis une entreprise. Si l'individu se ramasse avec 60 000 de dette après la vente de sa maison puis s'est fait fourrer par la crise économique, il n'y a plus d'argent. S'il n'y a plus d'argent, il n'achète plus de divan, il n'achète plus de télévision, il n'achète plus de voiture, il achète le minimum de bouffe qu'il peut s'acheter, il rénove pas, il dépense quasiment plus. Alors, on prend l'entreprise. Étant donné que le citoyen n'achète plus à l'entreprise, elle fait plus de profit. Si elle fait plus de profit, bien, elle ne veut pas faire faillite, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, l'entreprise? Mettre à la porte des ouvriers. Plus l'entreprise va mettre à la porte des employés, moins les employés, eux autres, vont avoir de l'argent pour acheter des produits de l'entreprise. Qu'est-ce qui va arriver? Plus l'entreprise va remettre à la porte des gens, et ainsi de suite. Alors, le gouvernement, lui, on va le rentrer dans l'équation, étant donné que les entreprises ne vendent plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer le taux directeur pour que les gens empruntent de l'argent parce qu'ils n'ont plus d'argent, mais là, ça va devenir intéressant d'emprunter de l'argent. Fait que les gens vont recommencer à emprunter de l'argent pour acheter des produits à l'entreprise. Étant donné que l'entreprise recommence à vendre, elle va embaucher, puis si elle embauche, bien, ça va redonner de l'argent aux employés, et ainsi de suite. C'est ça l'économie. L'économie, tu as deux cercles vicieux. Tu as le cercle de la croissance et tu as le cercle de la récession. Et tout ça vient du taux directeur des intérêts. Niaiseux de même. En conclusion, maintenant que vous comprenez ces trois principes majeurs-là et même le quatrième de la macroéconomie, vous êtes capable de comprendre qu'il va probablement y avoir une autre crise économique. Je ne donne pas de référence cette fois-ci. C'est à vous de chercher les références si vous êtes vraiment intéressé, allez les chercher pour mieux comprendre la situation. Là, je fais une petite parenthèse, puis je parle de moi et mon objectif. Mon objectif, c'est de faire comprendre aux gens que le système est désuet. Le système économique n'est plus bon. Le système capitaliste n'est vraiment pas bon actuellement. Le système démocratique non plus. Le système de justice non plus. Et tous les autres systèmes. On vit dans un monde où les systèmes sont corrompus. C'est bien plate à dire, mais c'est ça. Et tant que les citoyens ne voudront pas faire un effort pour changer la société, elle ne changera pas. Le changement ne viendra pas des gens qui exploitent. On est tous égoïstes. C'est vraiment niaiseux à dire, mais tant que les choses vont bien pour notre vie, pour notre petit quotidien et le quotidien de notre famille, on s'en fout des autres. On pourrait régler la faim dans le monde. On pourrait régler la malnutrition, l'accès à l'eau, l'éducation. Tous ces problèmes-là, on pourrait les régler. Mais étant donné que, quand je pourrais dire, on se déresponsabilise, on s'en fout. Tant que nous autres, on est heureux, le reste, on s'en fout. Ça, à un moment donné, il va falloir que l'humanité évolue pour être plus altruiste, se soucier des autres individus. Alors, pour faire la conclusion du point de vue des crises économiques, si vous voulez les preuves, faites une recherche pour aller chercher depuis combien de temps que le taux directeur des intérêts au Canada est à 1%. Faites une recherche pour aller chercher l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Ça, c'est l'indice de l'inflation. C'est à quel point l'inflation augmente. Vous allez réaliser que ça fait longtemps que le taux directeur est bas, que l'inflation est élevée et que le gouvernement, pour ralentir l'inflation, va être obligé d'augmenter le taux directeur. Si le gouvernement augmente le taux directeur tranquillement, les gens vont être capables de rembourser. Mais s'il arrive la même chose qu'aux États-Unis en 2008, puis que le taux directeur augmente rapidement, très élevé, les gens ne pourront plus rembourser. Puis c'est l'exemple que j'ai donné qui va se produire. Alors, je vous souhaite une très bonne crise économique. Des fois, il faut que ça aille moins bien pour que les gens se réveillent.
C'est plate de même.